l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes ornithorynques, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente l'univers des Coin Games, une espèce de système de jeu dans lequel j'étais un petit peu tombé. Dans le fond, juste pour faire une histoire courte, le système des Coin Games nous provient de GMT Games, une compagnie qui est très connue pour ses jeux de guerre à saveur historique, où on va incarner des nations, des pays, bref, ça va tout être autour d'un événement en particulier et nous allons en fait nous être confrontés à une guerre et habituellement ce sont des jeux de contrôle de territoire qui sont aussi très utilisés avec des cartes et dans ce jeu-là, les Coin Games, en fait, on retrouve un système de cartes particulier, mais on retrouve aussi des événements historiques qui sont relativement similaires. Le terme coin vient d'une expression en anglais que l'on dit counter-insurgency, donc contre-insurgence. C'est un genre de principe quand c'est un warfare, donc un principe de guerre où il va y avoir un gouvernement qui va tenter de faire renverser une entité, une organisation qui veut la discréditer au niveau de son autorité ou de sa légitimité. Donc, c'est toujours en lien aussi avec des révolutions ou des guerres qui sont apparues dans différents pays. Et habituellement, c'est ça. Donc, on est vraiment à la tête de ça. Maintenant, ce qui est particulier des Coin Games, c'est que ce sont des jeux qui nous offrent des principes asymétriques très, très forts où est-ce que les joueurs vont gagner de manière différente. On va faire des points de façon différente. Et on va aussi agir de manière distincte sur le plateau. Donc, si une fédération ou une nation voudrait, par exemple, le contrôle total de certains États, ben, l'autre faction, quant à elle, va chercher l'opposition dans différentes provinces. Enfin bref, donc là, présentement, celui qui m'a fait un petit peu tomber dans cet univers-là, c'est Gandhi. Je ne veux pas vous faire une critique de ce jeu-là en tant que tel, je veux simplement l'utiliser comme exemple pour vous parler de ce qui distingue les coins des autres jeux de contrôle de territoire. Alors, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air ce jeu-là, tout en vous expliquant les particularités du Coin Games sans tomber dans les spécificités de Gandhi. Voici donc le plateau de jeu de Gandhi. Alors, c'est un plateau qui est très, très grand. En fait, il fait la largeur complète de ma table. Donc, je vais juste vous montrer à peu près la grosseur de celui-ci. C'est un géant. Maintenant, en fait, pour ce qui est de la mise en place, habituellement, dans les règles du jeu, ils vont nous offrir un scénario. Et ce scénario va nous demander, en fait, de placer, en fait, différentes pièces, là, comme vous pouvez voir ici, par exemple, si je suis à Delhi, ça va m'avoir indiqué que le contrôle appartient aux Britanniques, ainsi qu'il y aura un support qui est passif. On placera des sepoys que l'on appelle, ça ce sont les cubes blancs, une troupe qui est le cube rouge et finalement un activiste qui est orange. Parlant des différentes factions, donc par exemple dans celui-ci, nous aurons en fait une faction qui est verte. La faction qui est verte, c'est la Ligue des musulmans. Donc, c'est très dépendant en fait des Coin Games, mais dans celui-là, les verts sont la Ligue des musulmans et leur manière de gagner va être différente de celle des activistes. Donc, les activistes, on est avec Gandhi, donc notre but est de promouvoir la manifestation non violente. On a ensuite de ça, en bas, complètement ici, juste là, voilà. Donc là, ici, on a les révolutionnaires, donc ceux qui veulent agir de façon violente et agressive. Et finalement, on a les Britanniques qui, eux, désirent garder le support du peuple, ainsi que le contrôle de l'Inde. Donc, il y a plusieurs particularités par rapport à le Coin Game. Et avant de débuter, j'aimerais juste, en fait, prêter votre attention sur le livre des règles qui
a environ 48 pages. Ça peut être très intimidant, particulièrement quand on regarde la police puis la grosseur de celle-ci. Ça semble être beaucoup, mais en réalité, ce n'est pas si pire que ça. Puisque le jeu, en fait, se résume beaucoup à connaître sa faction. Parlant de tout cela, les joueurs vont recevoir en début de partie ce petit dépliant-là qui va indiquer les différentes actions que chaque faction va pouvoir faire. Et ça, c'est très, très, très commun des coin games. Donc, la première chose, c'est l'asymétrie. La manière que les factions vont gagner est complètement différente l'une des autres. Donc, si on regarde ici, le rage cherche le support des différentes nations. Donc, plutôt que, par exemple, je ramène votre attention sur Delhi. Donc, si vous voyez à Delhi et aux Provinces-Unies, il y a du support qui est passif, alors que si on regarde à East Bengal, eh bien, le support est... en fait, il n'y a pas de support, c'est l'opposition qui règne là-bas. Donc, ce que les Britanniques cherchent à faire, c'est d'obtenir du support et de contrôler, en fait, certaines régions. Donc, vraiment, là, puis leur but, c'est d'obtenir 38 points. Ensuite de ça, le Congrès, c'est-à-dire notre ami Gandhi, cherche à obtenir 20 points d'opposition. Donc là, on parlait de East Bengal tout à l'heure, donc là, ça ferait des points pour Gandhi. On aurait ensuite de ça la Ligue musulmane. Donc la Ligue musulmane cherche l'opposition dans les États musulmans, donc ceux qui sont les États verts et finalement... deux fois l'État, la population des États, donc chaque État. Donc, je ramène encore une fois à East Bengal. Et ça, c'est la première particularité. C'est une autre particularité, en fait, des coins. En fait, nous pouvons avoir plusieurs unités qui cohabitent ensemble. Donc là, présentement, à East Bengal, nous avons le contrôle qui nous provient des Britanniques. Mais on a une opposition qui est faite à East Bengal. Donc, si vous remarquez ici, il y a un 2. Donc, le 2 représente la population qu'il y a dans cette province-là. Et lorsqu'on va avoir de l'opposition, eh bien, on va faire les multiplicateurs. Donc, si on a une opposition qui est passive, alors là, on a 2 points d'opposition. Alors que si elle était active, donc on ferait juste simplement tourner le jeton comme ceci. Alors là, présentement, East Bengal rapporterait 4 points de position. Et on n'oublie pas, c'est positif pour les musulmans, étant donné qu'on est dans un État musulman. On le voit à cause du symbole. Et c'est positif pour les activistes, puisqu'eux cherchent aussi de l'opposition au total dans tout le pays de l'Inde. Donc là, ça ferait 4 points au total pour les deux joueurs. Donc, ils cohabitent ensemble, ils veulent une certaine opposition, mais ils la veulent dans des régions différentes, ou du moins veulent l'avoir dans des régions spécifiques, alors que Gandhi ne veut pas trop lui donner ça. Donc, on a en fait cette espèce d'aspect-là, semi-coopératif, semi-collaboratif, qui est super intéressant. Et je termine en fait avec les révolutionnaires qui eux, veulent placer des jetons de Unrest. Donc, ça, c'est des jetons en particulier qu'on peut voir juste ici à East Bengal. Donc, ces jetons-là vont permettre de pouvoir être activés par le joueur des révolutionnaires en tant que tel. Et encore une fois, ça, c'est une particularité de ce coin-là, parce que tous les coins sont très, très, très différents. Gandhi est probablement un des plus complexes puisqu'il incorpore un principe de faction non violente. Je n'expliquerai pas ça dans cette vidéo-là, mais la raison pour laquelle je voulais vous préciser tout ça, c'est simplement parce que, comme vous pouvez voir, on a différentes opérations qui peuvent être faites. Donc, on appelle ça des coin operations. Donc, la plupart de ces actions-là se répètent d'un coin à l'autre. Donc, c'est souvent la même chose. Et la plupart du temps, il va y avoir en fait un but qui va nous être expliqué. Donc, ici, on va augmenter la force rage. Rage étant les Britanniques. Location, donc une localisation à un endroit spécifique. Le coût qui est rattaché à ça, puisque dans celui-ci, il va y avoir deux factions qui vont devoir gérer des ressources, soit les rages ainsi que les révolutionnaires que vous ne voyez pas en dessous de la caméra parce que le plateau est trop grand. Mais donc, on va avoir un coût et on va avoir aussi une procédure. Donc, comment faire cette opération-là?
Par la suite, on peut en fait faire une activité spéciale, un special activity, ou encore certains moments, comme par exemple, si je regarde ici pour l'action non-coopération de la part des Congress, donc des activistes du Congrès, et on pourra faire une activité spéciale qui est le Satyagraha ou le Persuade. Donc, celle-ci ne pourra jamais être accompagnée de Negotiate. Donc, seulement ces deux-là en tant que telles. Et donc là, comme vous pouvez voir, on a en fait des actions qui sont distinctes les unes des autres selon la faction que l'on va jouer et les Special Activities aussi. Maintenant, il y a un principe très important dans le jeu et je vais vous amener en fait vers, encore une fois, le East Bengal. Alors, un principe qui est intéressant et qui est important à comprendre, c'est le principe d'unité active et d'unité inactive. Donc, présentement, en fait, si je regarde ces deux jetons-là, ce sont des jetons en fait qui appartiennent à la Ligue musulmane et aux révolutionnaires respectivement. Les musulmans, on va les appeler des activistes dans ce système de jeu-là, dans le coin qui est Gandhi. Cependant, habituellement, toutes les différents jetons qui sont soit vont être habituellement des octogones, dis-je, donc je vais l'avoir maintenant. Donc ces octogones-là, en fait, on va pouvoir les activer pour être capable de faire différentes actions et quand ils sont actifs, on les place face vers le haut. Donc ça représente un peu comme une population qui est dormante, qui est révolutionnaire et qui veut faire la guerre et qui à un moment donné décide de prendre action dans la province et va donc se révéler et et être vu par tous et par toutes. Ce qui va donc faire aussi en sorte que les Britanniques peuvent avoir certaines actions qui vont nécessiter que certaines unités soient actives. Autrement, elles sont inactives et arrivent habituellement en jeu de façon inactive. Donc, c'est une belle représentation, je trouve, en fait, personnellement, de la réalité. Donc, des gens ne vont pas nécessairement tout le temps s'afficher comme étant des révolutionnaires, mais dès qu'ils vont faire une action, ben, c'est là qu'on va pouvoir les associer à un mouvement quelconque. Mais je ne suis pas là pour vous donner mon appréciation générale, je suis là pour vous expliquer comment est-ce que ce jeu fonctionne là. Et j'attire votre attention vers le bas de l'écran qui est un sequence of play. Donc ça, c'est la première particularité de ce jeu-là. C'est la manière dont on va jouer les différents tours. Alors, il y a 3 différentes manières de jouer nos tours. Et dépendamment du joueur qui va aller en premier, le deuxième joueur va pouvoir obtenir une action qui est différente. Donc, par exemple, si, admettons, on avait Gandhi qui commence à faire l'action, eh bien, il pourrait décider de faire une Faction Operation. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est avec le petit le pamphlet que l'on a. Donc, on pourrait faire, par exemple, un Non-Cooperation. Et là, ce serait l'action de Gandhi. Par la suite, si on avait la Ligue musulmane, eh bien, la Ligue musulmane n'aurait pas le choix de faire une opération que l'on appelle une opération limitée. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire de son côté une opération lui aussi, mais qui ne sera pas accompagnée de Special Activity. Par contre, si Gandhi avait choisi la deuxième option, qui est présentement une Faction Operation, une action du pamphlet qui est à gauche, et décide de faire une Special Activity. Donc, on prend encore l'exemple de Non-Cooperation suivi de Satyagraha, par exemple. Et bien là, par la suite, le vert va pouvoir faire soit une Limited Operation ou un événement de faction qui est relié à des cartes que je vais vous expliquer dans 30 secondes parce que je vais vous expliquer en bas. C'est-à-dire que si Gandhi décide d'utiliser l'action de la carte, l'événement de la carte, et bien à ce moment-là, la Ligue des musulmans pourrait en fait se placer ici, faire une opération, faire une activité spéciale. Une fois que ces deux personnages-là ont terminé, eh bien, ils s'en vont automatiquement dans la section que l'on appelle la section inéligible. C'est-à-dire que pour la prochaine carte, ben, ces factions-là ne pourront pas jouer. Elles vont devoir attendre que les deux autres factions jouent. Et ensuite de ça, au prochain tour, donc c'est-à-dire la carte suivante, ils pourront repasser ici dans les factions éligibles. Maintenant, une chose que l'on peut faire aussi pendant notre tour, ce serait tout simplement de passer, donc par exemple, que
Par exemple, on avait Gandhi, la faction de Gandhi qui place son jeton ici. La Ligue musulmane décide de passer, donc obtiendrait des ressources en théorie. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très typique des coins. Si on décide de passer, on va récupérer des ressources selon un système unique au coin que l'on joue. Et là, par la suite, on aurait on aurait une des deux factions qui pourrait être capable d'être jouée. Si par contre, on avait une situation comme ceci, donc c'est-à-dire que on a Gandhi comme ça qui commence, Gandhi décide de jouer, la Ligue musulmane décide de passer, et bien là, présentement, étant donné que les deux autres factions avaient déjà joué auparavant, eh bien, elles ne pourront pas jouer la séquence de jeu étant donné qu'ils sont inéligibles. Et finalement, je tiens juste à passer ici. Donc ici, on a des cartes de campagne qui sont un peu une espèce de manière de pouvoir faire avancer le jeu, c'est-à-dire donc vérifier en fait différentes conditions et pour continuer la partie. Donc ici, présentement, dans la partie où est-ce que l'on joue, on a fait un deck spécifique à ce scénario-là, qui est le scénario complet. Donc, j'attire votre attention vers le deck juste ici. Ce deck-là, en fait, va vous permettre de pouvoir comprendre, en fait, comment est-ce que le système de jeu fonctionne. Et pour moi, c'est un système qui est très, très, très intéressant. Donc, je vais vous montrer ça ici, juste comme ceci. Donc, on a en fait d'abord des cartes. Et chaque carte va avoir un type, des différentes factions qui sont spécifiques à cette carte-là. Comme par exemple, ici, si je regarde cette carte-là, elle m'indique que les révolutionnaires seraient les premiers à parler, suivis de Gandhi, suivis des musulmans et suivis du Raj. Maintenant, pourquoi est-ce que tout à l'heure je parlais qu'il allait y avoir seulement deux factions qui pouvaient jouer? Eh bien, c'est parce que les révolutionnaires, eux, pendant leur tour, peuvent décider soit de faire une opération typique à leur faction, ils pourraient faire aussi l'action de la carte ou tout simplement passer. Et dans tous les cas, ce qui va arriver, c'est qu'on va regarder la prochaine faction à parler et celle-ci va pouvoir agir en conséquence de ce que le premier joueur a fait ou passé et ainsi de suite jusqu'à temps que l'on ait deux factions qui ont joué sur cette carte-là. Je tiens aussi d'ailleurs à vous dire qu'il y a une notion de prévoir à l'avance puisque la carte ici sur le dessus du paquet, elle est toujours révélée. Ce qui veut dire par exemple que présentement le révolutionnaire voit les deux cartes, pourrait décider volontairement de passer, sachant très bien que le prochain tour, il se retrouverait à être premier à parler et peut-être que l'événement l'intéresserait davantage que celui qui est ici. Et juste un petit détail pour vous, en fait, comme vous pouvez voir ici, si je ramène ça, là, vous allez voir, en fait, la carte a deux actions différentes. La plupart du temps, une action va être favorable pour la faction qui est la première à parler. Et une autre action sera favorable pour les autres joueurs. Et cette action-là risque d'être très, très, très négative pour le joueur qui parle en premier. Donc, ça incite le premier joueur à parler, c'est-à-dire les révolutionnaires, à peut-être activer la carte pour éviter que le joueur suivant active la carte à son tour et lui fasse très, très mal. Maintenant, je veux aussi vous attirer votre attention puisqu'on a fait 4 paquets de 12 cartes et parmi les 12 cartes, on a placé dans les 6 dernières ce qu'on appelle une carte de campagne. Donc, si vous remarquez ici, ce qui se passerait là à sa plus simple forme, c'est qu'une fois que cette carte-là est jouée, on la placerait à l'extérieur, on mettrait une nouvelle carte, on la révélerait et ainsi de suite. Donc là, comme vous pouvez voir maintenant, ce seraient les musulmans qui parleront en premier au prochain tour. On regarde les factions qui sont éligibles versus celles qui sont inéligibles et on continue comme ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, on va trouver, je vais vous le montrer, ce ne sera pas très très long. Voilà, bon, on a une carte de campagne. Alors, cette carte de campagne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tout d'abord, on va mettre un pause à la partie. Ça, c'est dans celui de Gandhi. Donc, dès qu'une carte campagne apparaît, on met pause sur la partie, on met pause sur cette nouvelle action-là et on va faire différentes actions.
La première chose qui se passe lorsqu'on a une carte campagne qui apparaît, c'est de vérifier est-ce qu'il y a une condition de victoire qui a été respectée, qui a été atteinte par une des factions. Et là, je tiens encore à vous rappeler, donc il faut 38 points pour les Britanniques, 20 points pour le Congrès, 14 pour la Ligue musulmane et 14 pour les révolutionnaires. S'il y a une faction qui a atteint ce nombre de points-là, eh bien cette faction-là a gagné immédiatement. Autrement, on va continuer en faisant les différentes étapes. Et ces étapes-là sont très spécifiques à chacun des coins. Donc, dans Gandhi, ici, présentement, on donnerait des ressources aux rages et aux révolutionnaires, donc les deux factions qui doivent gérer de l'argent dans celle-ci. On irait chercher maintenant du support. Donc ici, ce serait en fait un principe où est-ce qu'on va déployer différentes forces et on va les ramener dans des endroits qui sont contrôlés par les British. On va avoir un redéploiement et finalement, on va recommencer, donc faire un reset. Et encore une fois, cette séquence-là est très spécifique à chaque coin. Maintenant, l'avantage de ces jeux-là, donc je veux en fait attirer votre attention sur le principe en général. La première chose en fait qui est très différente des jeux habituellement de contrôle de territoire, c'est que il est possible que différentes factions cohabitent dans la même région, ce qui fait donc en sorte que on va évaluer le contrôle, on va évaluer aussi le support. Et comme j'ai mentionné, ce n'est pas toutes les factions qui cherchent à avoir le contrôle ou encore avoir du support. Contrairement à des jeux de contrôle de territoire habituels, on va avoir par exemple, le but c'est d'avoir le plus de territoire possible. Pour Gandhi, lui, s'en fiche un petit peu pas mal dans celui-ci parce que tout ce qu'il veut, c'est de l'opposition. Alors que, admettons, les révolutionnaires, eux autres, se fichent complètement d'avoir de l'opposition, d'avoir du support. Tout ce qu'ils veulent, c'est tout simplement créer du unrest, donc créer en fait une espèce de tension entre les différents peuples et aussi placer leur base. Donc eux autres, là, le support, le contrôle des régions, ça leur dérange pas du tout et ils veulent en fait simplement s'éparpiller pour être capables de créer le plus de violence possible. Donc ça, cette partie-là aussi qui est historique, qui est très intéressante. Et dans celui-là, comme j'ai mentionné, on a en fait les principes d'activistes. Donc on va avoir une méthode de fonctionnement différente habituellement des autres factions qui, comme j'ai dit, ont des octogones qui vont être actifs en faisant une action ou inactifs tant si longtemps qu'ils n'ont pas fait une action pour leur faction. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour. Peut-être simplement vous montrer en fait autour du plateau. Donc ici, on a vraiment, par exemple, ici, là, quand le British Raj a atteint 38, 39, 40 points, on vérifie si le Raj a gagné. Alors que si on s'en va ici, est-ce que le Congrès aurait gagné à 21 points? À 14 points, est-ce que les musulmans ou les révolutionnaires gagnent? Et finalement, comme vous pouvez constater, on commence avec un certain nombre de points distincts, dépendamment de la faction que l'on joue. Là. Donc, vous voyez ici, le Raj devrait être à 24 points, mais qui est juste là. En fait, je l'ai... Attendez, juste un instant. Roulement de tambour. Et voilà, le Raj est là, bon, il n'y a pas de problème. Mais donc, ça ressemble pas mal à ça. On a aussi une section qui est out of play, donc qui est un endroit où est-ce qu'on va devoir prendre de nos différentes pièces, les amener dans notre réseau personnel. Mais encore une fois, ça c'est distinct à Gandhi. Mais c'est pas mal ce qui fait le tour, une présentation très sommaire, vraiment hyper générale de ce que sont les coin games. La raison pour laquelle Gandhi m'a grandement intéressé, c'est que pour ceux qui ne me connaissent pas, Gandhi est un exemple de vie pour moi. Si j'avais à ressembler à quelqu'un, ce serait soit Martin Luther King ou Gandhi, ou Mère Teresa, tiens. Donc pour moi, quand j'ai vu ce jeu-là sur les tablettes de la boutique, j'ai tout de suite sauté dessus, sans même savoir qu'est-ce que c'était, sans même savoir dans quoi je m'embarquais. Et je vais vous avouer que le côté historique est très précis. Et ça, c'est quelque chose qui revient fréquemment chez les coin games. Donc, on préfère vraiment avoir une spécificité historique au niveau de l'histoire, de ce qui s'est passé,
plutôt que de rendre ça grand public, large, avec des règles très très simples. Comme j'ai mentionné, le livre des règles est environ une 50aine de pages, donc c'est pas fait pour tout le monde, définitivement pas. Par contre, si vous êtes un joueur aguerri qui avait beaucoup d'expérience derrière la ceinture et que vous appréciez les jeux de contrôle de territoire en général, qui sortent un petit peu du lot, ben, je vous encourage grandement à aller voir les différents volumes des Coin Games. Présentement, ils ont annoncé le 11e de la série. Donc, moi, c'est sûr certain que le Gandhi m'a lancé un peu, m'a donné une lancée vers ces différents jeux-là. Je suis en train justement de terminer une partie de Cuba Libre en ligne. Et je dois vous avouer qu'à un moment donné, il y a aussi le principe où est-ce que justement c'est tellement précis au niveau de l'histoire que si on ne connaît pas le côté historique derrière, ben ça se peut qu'on soit perdu ou ça se peut qu'on trouve ça à la limite abstrait. Mais ça reste quand même que c'est très intéressant parce qu'on a envie de s'informer sur ces différentes situations-là. Et j'aime beaucoup le principe de carte. Pour moi, là, s'il y a quelque chose qui m'a vraiment charmé, le système de cartes, c'est extraordinaire. Le fait qu'on a en fait cette dualité-là, ce conflit-là, toujours de faire est-ce que je joue la carte, est-ce que je joue l'événement si j'ai mon tour ou j'attends la prochaine carte? Est-ce que je coupe l'herbe sur le pied d'un autre joueur pour que moi je puisse agir au prochain tour ou même donner un tour qui servirait à rien du tout à un autre joueur? Donc il y a comme toute cette espèce de niveau de thinking là qui est super intéressant dans les coin games, c'est-à-dire, c'est ça, là dans le fond, qu'est-ce que je donne à l'autre, qu'est-ce que je lui enlève, est-ce que c'est un bon timing pour jouer, est-ce que c'est pas un bon timing pour jouer? Donc, pour moi, ça vient vraiment rendre le côté contrôle de territoire très intéressant. L'autre chose aussi, c'est qu'on est face à des contrôles de territoire qui sont très distincts de ceux habituels où est-ce qu'on doit se rentrer dedans, on doit se fesser dedans, puis bon, on n'a pas vraiment de raison de cohabiter ensemble. Alors que dans les coin games, et vous l'avez vu en fait avec les conditions de victoire de Gandhi, ben, à un certain moment où est-ce qu'on va contribuer au cheminement à autrui et ça peut être dans notre faveur parce qu'à un certain moment donné, on peut créer ces alliances-là, on peut créer ces espèces de coopération, cette espèce de coopération-là qui s'installe autour de la table de façon complètement, pas altruiste, je dirais, mais de façon naturelle, où est-ce que, bon, les deux, on veut quelque chose en faveur de l'autre, on veut aussi quelque chose contre un autre joueur, donc cette dynamique-là, moi, je trouve que ça rend vraiment les coin games hyper intéressants. Et sinon, je dirais aussi que c'est peut-être un jeu qui va peut-être manquer de clarté au niveau du vocabulaire parce que le vocabulaire utilisé, le jargon, l'étymologie, je vais dire, des termes dans le jeu, des fois c'est pas nécessairement accessible. C'est difficile à comprendre au départ. Il faut faire avec. Il faut commencer à un moment donné à s'habituer que, par exemple, les cubes rouges chez les British dans Gandhi, ben, ce sont des troupes versus les blancs qui sont des sepoys. On a en fait des termes qui reviennent fréquemment, comme par exemple, on a les octogones chez les révolutionnaires qui sont des guérillas. On a aussi les disques qui sont des bases. Donc ça, ces termes-là, c'est quelque chose qui revient de façon fréquente chez les coin games. Mais sinon, le reste, il y a énormément de choses qui sont distinctes d'un coin game à l'autre, ce qui fait en sorte que la première partie n'est jamais... elle ne peut pas représenter pleinement ce que le jeu peut offrir et on peut être perdu à certains moments. Mais les jeux sont assez de longue durée. Donc moi, par exemple, une partie de Gandhi peut durer peut-être entre 3 et 4 heures. Mais ça fait en sorte qu'après un bon 1 heure, 1 heure et quart, qu'on s'est habitué au système de jeu, qu'on a commencé à jouer, à se mettre dedans, ben à un moment donné, ça devient à la limite fluide. Je vais dire le mot fluide tout en mettant un bémol parce que bon, les différentes actions, on s'entend, il y a beaucoup de texte et souvent on veut faire une action. En fait, c'est qu'on va commencer à faire, bon, je veux que
telle chose arrive sur le plateau. Comment est-ce que je fais pour le faire? Donc là, après 1 heure et quart, ça devient facile à voir, OK, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que les autres peuvent faire pour pouvoir m'aider ou pour que telle situation arrive? C'est quoi la carte événement? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, tranquillement, on commence à s'habituer au jargon et ça fait en sorte aussi qu'on a envie de le sortir. Et moi, j'ai définitivement envie de le sortir là, présentement. J'ai une partie de fait en ligne et c'est le prochain jeu que je mets sur ma table avec mes amis joueurs. Le système de campagne, wow! Moi, j'adore ce système-là. C'est un système qu'on retrouve aussi dans Pax Pamir, où est-ce qu'on va avoir des cartes qui vont déclencher des phases de score ou des phases de reset, de remise à zéro. Et ces cartes de campagne-là font en sorte aussi qu'on est constamment à l'affût de combien de cartes viennent de sortir. Donc là, on a la 7e carte de sortie sur les 12 cartes. Donc là, on le sait que la carte campagne arrive. C'est peut-être le temps de faire un coup de la mort qui tue qui va nous faire gagner quand la carte campagne va sortir. C'est le temps aussi de ralentir les autres dans leur course, de leur enlever certaines choses pour pas que lorsque la carte campagne sorte, ben là, eux autres, ils soient en position de victoire qui leur donnerait la partie. Donc, ce système-là, en fait, de souk à la corde est tellement bien fait parce qu'il n'est pas fait de façon guerrière, il n'est pas fait de façon vraiment là, une armée contre une autre, il est vraiment fait quasiment à la limite de façon politique, du moins dans ceux que j'ai joué, et ça me charme beaucoup, je vous dirais. Évidemment que c'est pas fait pour tout le monde, ces jeux-là. Donc, si vous êtes si vous venez de commencer à commencer le jeu de société, c'est sûr que c'est une grosse paire de manches là, à mettre sur vos épaules. C'est quand même lourd, c'est très très lourd. C'est fastidieux quand même. Ça se peut que ça vous donne mal à la tête. Ce sont des jeux qui sont longs aussi, qui sont de longue durée. Mais je pense que, somme toute, si à un moment donné, vous avez envie d'un jeu de contrôle de territoire qui sort du lot, puis qui sort vraiment, vraiment de la masse et qui va vous permettre, en fait, de revivre certains événements historiques, qui va vous permettre aussi d'en apprendre davantage sur certains événements marquants de notre histoire, mais je pense que les Coin Games, c'est vraiment une belle porte d'ouverte pour le faire. Et surtout, je pense que définitivement, tous les joueurs aguerris, selon moi, devraient au minimum, à tout le moins, jouer une partie d'un Coin Game pour découvrir la beauté et la complexité, puis surtout la belle saveur que le système offre derrière tout cela. Alors voilà, c'est ce qui conclut mes opinions personnelles jusqu'à maintenant avec mon expérience sur les Coin Games. Je vous encourage effectivement à vous informer sur les autres volumes. Il y en a énormément sur différentes situations. Si vous avez aimé la vidéo, ben pourquoi pas me laisser un petit pouce vers le haut. Sinon, qu'est-ce que vous pensez des Area Control? Est-ce que c'est le genre de jeu que vous aimez? Est-ce que vous avez envie d'un Area Control qui sort un peu du lot? Quels sont vos jeux de contrôle de territoire favoris? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous liker sur Facebook, nous suivre sur Instagram. On essaie d'être très actifs sur les réseaux sociaux. Alors voilà, sur ce, c'était Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.